Quand on pense à l'échauffement, on imagine souvent la préparation des muscles, mais en réalité, son impact le plus fondamental se situe au niveau cardiovasculaire. Ces changements, loin d'être une simple sensation, reposent sur des mécanismes physiologiques bien précis et mesurables. Voyons ensemble comment notre cœur et nos vaisseaux se préparent à l'effort. Pour bien comprendre, notre analyse va se dérouler en 6 temps. On commencera par le débit cardiaque, puis la redistribution du flux sanguin et l'amélioration du retour veineux. On abordera ensuite la stabilisation des réponses et l'ajustement de l'oxygène, avant de terminer avec une synthèse de tous ces mécanismes. On entre donc dans le vif du sujet avec le premier mécanisme clé, l'augmentation progressive du débit cardiaque. C'est vraiment le point de départ, le fondement de l'adaptation du corps à l'effort. Alors de quoi parle-t-on exactement ? Le débit cardiaque, c'est tout simplement le volume total de sang que le cœur est capable de pomper en 1 minute. La formule est assez directe, on multiplie la fréquence cardiaque, donc le nombre de battements, par ce qu'on appelle le volume d'éjection systolique, c'est-à-dire la quantité de sang qui est éjectée à chaque contraction. Pendant la phase d'échauffement, 2 choses se produisent. D'abord, la fréquence cardiaque augmente, ça c'est assez intuitif, mais surtout, le volume d'éjection systolique s'élève lui aussi. Le cœur se remplit mieux et donc il éjecte plus de sang à chaque battement. Cette efficacité accrue est directement liée à l'amélioration du retour veineux. Plus de sang revient au cœur, plus il peut en pomper. Et la conséquence directe de tout ça, le transport de l'oxygène vers les muscles est optimisé petit à petit. Ça permet de limiter ce qu'on appelle le déficit en oxygène, ce petit temps de latence qui se produit toujours au début d'un exercice. Passons au deuxième mécanisme, la redistribution du flux sanguin. Parce que l'organisme ne se contente pas d'augmenter le débit global. Non, il agit de façon beaucoup plus stratégique en dirigeant le sang là où il est le plus utile. En fait, 2 processus contraires ont lieu en même temps. D'un côté, une vasodilatation. Les vaisseaux sanguins s'élargissent dans les muscles qui travaillent pour augmenter l'apport sanguin. De l'autre côté, une vasoconstriction relative. Les vaisseaux se resserrent dans les zones moins sollicitées, comme le système digestif. L'objectif est bien sûr de dévier le flux. Le résultat est très efficace. Le flux sanguin est concentré sur les muscles actifs. Cela améliore non seulement l'apport en oxygène, mais aussi celui en substrats énergétiques, en carburant, là où le besoin est le plus critique. Troisième mécanisme, qui est très lié au premier, l'amélioration du retour veineux. C'est une condition essentielle. Pour que le cœur puisse éjecter plus de sang, il faut d'abord qu'il en reçoive davantage. C'est une simple question de logique circulatoire. Ce processus se fait en 3 temps. D'abord, les contractions répétées des muscles, notamment dans les jambes, agissent comme une sorte de pompe musculaire qui aide le sang à remonter vers le cœur. Ensuite, le système nerveux sympathique augmente le tonus des veines. Et enfin, ces 2 actions combinées améliorent le remplissage du cœur juste avant qu'il ne se contracte. La conséquence de tout ça, c'est que le volume d'éjection systolique est maintenu à un niveau plus élevé. Finalement, c'est l'efficacité hémodynamique globale, l'efficacité de l'ensemble du système circulatoire qui se retrouve augmentée. 4e point, la stabilisation des réponses. Ici, on va voir la différence fondamentale entre un démarrage en douceur préparé et un début d'effort soudain sans aucune préparation. Sans échauffement, le corps subit un choc. La fréquence cardiaque et la pression artérielle augmentent de façon brutale, ce qui impose une contrainte immédiate très élevée sur le muscle cardiaque. Avec un échauffement, à l'inverse, la montée en charge est progressive. Ça laisse le temps à tous les systèmes de régulation de s'ajuster graduellement. Le bénéfice est donc majeur. La contrainte imposée au myocarde, le muscle du cœur, est bien plus faible. Par conséquent, la transition vers un effort plus intense est beaucoup mieux tolérée par l'organisme. On passe au 5e mécanisme. Cette fois, on change d'échelle pour se placer au niveau cellulaire et parler de la vitesse d'ajustement de la consommation d'oxygène. C'est un peu comme si on accélérait le démarrage du moteur aérobie. Pour le dire clairement, l'échauffement prépare le corps à utiliser l'oxygène plus vite et de manière plus efficace dès les premières secondes de l'effort. Les physiologistes parlent d'une cinétique de la VO2 plus rapide. Ça signifie que le système aérobie atteint son plein régime plus rapidement. Le résultat de ça est double. D'une part, on dépend moins des filières énergétiques anaérobies qui sont moins efficaces à long terme. D'autre part, ça limite l'accumulation de certains métabolites, comme le lactate, qui sont associés à la fatigue musculaire. Voilà, nous avons vu les différents mécanismes séparément. Il est temps maintenant de faire la synthèse, de rassembler toutes les pièces du puzzle pour avoir une vue d'ensemble. On peut donc résumer les effets cardiovasculaires en 3 grandes dimensions qui agissent ensemble. L'augmentation du débit cardiaque, l'optimisation de la distribution du sang et enfin la stabilisation de toutes les régulations du système. Et le point qui est vraiment essentiel ici, c'est qu'aucun de ces mécanismes, pris de manière isolée, ne peut expliquer à lui seul tous les bénéfices. C'est vraiment leur interaction, leur synergie qui est au cœur du processus. Cette citation finale résume parfaitement l'idée. L'amélioration de la tolérance à l'effort est bien un phénomène multifactoriel.
Comprendre cette complexité permet de saisir toute l'importance d'une préparation adéquate de l'organisme avant un effort.